L'art de la comédie raconte l'histoire d'une préfète qui vient d'être nommée dans une ville de province. C'est son premier jour. Elle a toute une série de rendez-vous. Elle va rencontrer différentes personnalités. Et la première personne qu'elle rencontre, c'est le chef d'une troupe de théâtre. Oui, c'est un hymne au théâtre. Tout à fait. Et donc, elle voit ce chef de troupe. Au début, ça se passe bien, mais assez vite, ça s'envenime. Et puis, ils se disputent. Et là, le chef de troupe la menace et lui dit: à partir de ce moment, vous ne saurez plus si les rendez-vous que vous avez sont des vraies personnalités ou si ce sont des comédiens et des comédiennes de ma troupe. Oui, on peut dire aussi que ça parle de l'incompétence de certains politiques qui doivent prendre des décisions cruciales dans des secteurs d'activité dont ils ignorent totalement le fonctionnement. Oui. Enfin, on se demande surtout comment la préfète va faire pour s'en sortir dans ce tourbillon de quiproquos. Ce qui m'intéresse dans le propos, c'est qu'il s'intéresse à des thématiques qui sont encore d'une grande actualité aujourd'hui. Toute cette question autour de la vérité, du mensonge, de la fiction, de la réalité, et comment ces choses interagissent. Et ça avait une résonance vraiment particulière encore aujourd'hui. Ça parle quand même de problématiques qu'on retrouve aujourd'hui, déjà ne serait-ce que la place de la culture. On en a beaucoup parlé ces dernières années de l'utilité du théâtre dans l'espace public. Oui, et cette question justement de comment le mensonge et la vérité interagissent, comment la réalité et la fiction en fait se trouvent mêlées l'un à l'autre. Oui, et les gens, ils ont besoin aussi de s'identifier aux personnages, aux situations. C'est comme un miroir de leur vie. Alors, on a choisi cette pièce déjà pour son ton, parce qu'on trouvait que sa manière d'aborder les questionnements, d'aborder justement ce regard sur la société se faisait par le biais du rire. Par l'absurde. Oui, et puis qu'il y avait ce rythme effréné du spectacle, ce rapport aussi au jeu des comédiens et des comédiennes. Et puis on voit aussi que Eduardo de Filippo, il est lui-même comédien. Ouais, on sent qu'il aime les comédiens par la façon dont il écrit. Oui, exactement. Et puis ça se sent particulièrement dans les situations, dans les répliques, dans les dialogues. C'est vraiment dans l'ADN de la pièce. Oui, De Filippo fait vraiment un plaidoyer pour le théâtre, son importance. Et je pense que effectivement, c'est des questions qu'on s'est posées toutes ces dernières années. Quelle est la place de la culture? Et aujourd'hui, plus que jamais, on se dit que c'est un lieu où la fiction et donc le mensonge aussi sont assumés et donc qu'on peut à travers ça, regarder le monde vraiment les yeux dans les yeux. Et j'ai eu quand même cette chance que Nalini change le rôle du préfet en préfète. Parce que ça, c'est quand même une bonne nouvelle par rapport à cette mise en scène. Je trouvais qu'à la lecture, donc quand j'ai lu la pièce L'art de la comédie, effectivement les genres des personnages étaient déterminés d'une certaine manière, et je trouvais que là par contre c'était un tout petit peu daté certaines choses. Voilà, on avait un peu l'institutrice qui était une femme, le curé qui était évidemment un homme, la fonction politique qui était aussi assumée par un homme, et voilà, comme j'avais aussi envie que cette pièce réponde plus au monde dans lequel on vit, je trouvais ça pertinent aussi de mettre ce rôle au féminin. Une recette gastronomique qui décrirait le spectacle. Bon, c'est vrai que là, moi, je prendrais forcément quelque chose de la cuisine italienne, mais je pense vraiment assez basique, un plat de pâtes, vraiment... Ouais, mais alors les pâtes à la puttanesca. Voilà. Pour ceux qui connaissent, qui sont des pâtes très piquantes, avec une sauce très piquante, très relevée. Donc, al dente et avec une pointe de piment. C'est l'histoire d'un président qui vient d'être élu et il est juste à quelques heures de son discours d'investiture et il va s'adresser à des millions de personnes à la télévision et à ce moment-là... Oh, je suis absolument désolé, pardon, je m'excuse. Et il est pris d'une... On peut recommencer. Non, non, mais c'est bon. Non, et puis il est pris en fait d'une démangeaison absolument ridicule au moment où il s'adresse à la... Il essaye de faire son discours. Voilà. Et donc, il s'agit d'un trauma. Trauma du pouvoir, en quelque sorte. Eh bien, le psychanalyste, ou le psychiatre, disons le psychiatre,
entame une psychanalyse brève pour essayer de trouver le trauma de Ce président. cet homme de pouvoir. Donc alors, en même temps, ce qui est assez intéressant, c'est que ça dénonce un tout petit peu le pouvoir d'aujourd'hui, c'est-à-dire que l'image est plus importante, avec bien entendu tous les réseaux sociaux, avec tous les outils qu'on a actuellement. L'image est très importante, beaucoup plus importante finalement du programme politique. Et c'est vrai que dans cette pièce, on ne parle pratiquement pas de politique, mais surtout de l'image. Une psychanalyse brève, justement, pour très rapidement découvrir les raisons de son problème. C'est bien, c'est une bonne, à part ça, c'est une bonne analyse, je trouve. Ce qui m'a intéressé, c'est que, bon, Valentin le disait un peu tout à l'heure, mais on est dans une période assez particulière vis-à-vis de la politique. Alors il s'avère que entre la décision et c'est en train de se passer en ce moment, évidemment qu'il y a il y a un écho qui est particulièrement fort, quoi. Parce qu'on voit en France qu'il y a une fracture très forte avec Macron et la population, par exemple. Et puis de l'autre côté de l'Atlantique, on est en train de voir un numéro extraordinaire quand on se passait. On est très loin de la politique, on est plutôt du côté du monde du spectacle. On est plutôt du côté effectivement de Ubu Roi et de Jarry. Quand on voit la vulgarité de ce président outre-Atlantique, ben forcément qu'il y a une résonance très forte avec cette analyse que propose la pièce, où c'est une espèce d'introspection d'un petit peu de ce que c'est la politique, ce que c'est d'exercer le pouvoir, etc., etc. Donc évidemment, il y a un reflet avec l'actualité actuelle, l'actualité actuelle, c'est pas mal. L'actualité actuelle qui est évidemment qui est plutôt bienvenue. Mhm. Non, non, mais très joliment dit. Oui, oui. La psychanalyse sur le plateau est toujours quelque chose d'assez bienvenu parce qu'elle permet de dévoiler des choses du personnage avant même qu'on le connaisse. Du coup, avec une psychanalyse plus ou moins écrite dans la pièce, ça permet d'aller beaucoup plus vite et on va dire, de côtoyer la folie quelque part. Même si ce terme est un peu fort, mais oui, il y a une forme de folie, encore une fois, dans cette pièce. Ouais. Là, de toute façon, le pouvoir est une folie, ou amène à la folie. Quel est le plat qui correspondrait à ce spectacle? L'andouillette. L'andouillette, voilà. C'est pas, par exemple, une tranche de pain avec du fromage qu'on a. Je pense que l'andouillette, Non. non, l'andouillette, la charcuterie est très importante dans ce Voilà, spectacle. c'est vrai. Alors, Petits crimes conjugaux parle d'un couple, un éternel couple, de l'éternel couple, et d'un couple, mais d'un couple en crise, on va dire ça comme ça, hein. Ouais. Un couple en crise. Et avec comment dire, Avec des rebondissements des rebondissements, multiples. voilà. Et sur fond d'enquête policière, voilà. Je trouve que la pièce est très bien construite parce que il y a une forme effectivement de suspense constant durant tout le déroulement de la pièce, avec des coups de théâtre, avec un fond qui a à voir quand même avec une sorte d'enquête policière, et puis qui est l'occasion aussi d'explorer un peu ce qu'a été le vécu de ce couple. C'est-à-dire quelle a été leur histoire d'amour, comment elle s'est transformée, et puis vers quoi on va, ça on ne le sait pas au début de la pièce, on le comprend un peu mieux à la fin, parce qu'effectivement il y a une succession de coups de théâtre au fil de la pièce qui maintiennent un suspense. Autrement, ce qui est particulièrement intéressant dans ce texte, Éric Emmanuel Schmitt a une langue très soutenue, c'est très bien écrit, presque un peu littéraire, mais ça colle totalement au personnage, parce que lui est écrivain, en l'occurrence, et utilise énormément le langage comme un outil de manipulation.
c'est quand même quelqu'un qui est assez toxique, qu'on dirait aujourd'hui, et qui a tendance, voilà, à manipuler sa femme, d'une certaine manière. Oui, c'est une forme d'amour, mais qui s'est transformé en un amour un peu exclusif, passionnel et destructeur. Et là, on en est à ce moment-là où justement le, ils ont trouvé une manière de remettre en question le couple, d'une drôle de manière, mais d'une manière qui leur appartient, et puis c'est ce qui va faire l'enjeu de la pièce. Ça dit effectivement beaucoup de choses, même ça dit quelque chose, non seulement dans notre époque, mais dans toutes les époques, puisqu'il s'agit du couple, parce qu'il s'agit d'amour, parce qu'il s'agit de complexité des rapports dans un couple, parce qu'on aspire à un amour toujours... on aimerait que l'amour soit éternel, que soit, voilà, existe, que ce soit toujours le tu m'aimes, je t'aime passionnément, tu m'aimes. Enfin, on est toujours dans ce rapport-là. Et puis, c'est intemporel. Voilà. Oui, c'est vrai que ça tombe pile à notre époque. On cherche quand même à, on va dire, investiguer sur les rapports de pouvoir à l'intérieur du couple, ces questions de dominant-dominé. Alors là, on tombe évidemment pile dedans, puisqu'il s'agit de ça. Que ce couple en crise va être obligé de remettre en question toute sa manière de fonctionner. Donc oui, ça a quelque chose de très actuel. Liwar Jacques, si tu devais faire une recette de cuisine, quelle recette de cuisine tu prendrais pour créer notre spectacle? Le pain. Le Il faut d'abord malaxer un certain nombre d'ingrédients, laisser fermenter. Il y a tout un travail, on va dire, de longue haleine pour arriver au produit final et faire en sorte que les choses prennent. De quoi parle notre spectacle? Alors c'est délicat en fait de répondre à cette question sans révéler l'intrigue de notre histoire, hein, mais on va essayer. À toi. Alors, c'est l'histoire de deux femmes. Voilà. Mais qu'est-ce qui les unit? Et ben, on dirait qu'elles sont parentes, mais on n'est pas tout à fait sûr. Enfin, on est loin d'imaginer ce que ça représente. Et c'est comme si elles se voyaient pour la première fois. En fait, c'est une sorte de vertige quand même. Oui, il y a un vertige qui s'installe peu à peu entre elles, et puis on est loin d'imaginer en fait ce qui les relie réellement. Ouais, c'est une forme d'énigme en fait. C'est comme un jeu de rôle, je crois. Un jeu de piste. Voilà. C'est une commande que nous avons faite avec notre compagnie à donc une autrice que nous connaissions bien déjà toutes les deux pour avoir travaillé avec elle sur des projets divers. Et donc c'est Valérie Poirier qui nous a concocté ça. Un joli petit texte, tout en finesse, et qui nous permet d'aborder certaines questions aussi des sociétés d'aujourd'hui, et qui en fait allie à merveille l'humour et l'étrangeté dans ce texte. C'est un thriller comique. C'est rare quand même. En fait, ce spectacle évoque toutes les questions concernant le lien. Et la perte du lien. La perte. Cette fameuse perte du lien, surtout de nos jours, avec les réseaux sociaux. Et c'est jusqu'où on est prêt à aller pour garder le lien. Et jusqu'où on est prêt à aller pour paraître. Et c'est vrai que de nos jours, il y a une frontière entre le réel et puis l'image qu'on donne à voir de nous-mêmes, hein, comme c'est le cas sur tous les réseaux sociaux, toutes ces plateformes, tout ça. Et quand cette frontière, elle devient floue, bah, qu'est-ce qui reste de nous, de notre être profond? L'écriture de Valérie Poirier, pour moi, convoque une part d'imaginaire, une part d'invisible
ça nous met dans des endroits, en tant que comédien en tout cas, et puis j'imagine aussi pour la mise en scène, qui sont assez fabuleux parce ça demande, voilà. Il y a beaucoup d'entre les lignes. Il y a à la fois une légèreté, une profondeur. Il y a un traitement du sujet qui est très fin, une forme de dentelle. Non, Family Dream, c'est aussi une enseigne lumineuse qui cache beaucoup de choses. Et puis c'est C'est bien une part sûr de de rêve. l'ordre du rêve, ouais. Parce que ça, dans l'univers de Valérie Poirier, tout ce qui est rêve et invisible, c'est très présent. C'est la réalité et la fiction qui s'allient et qui cachent mais qui révèlent aussi beaucoup de choses. Un plat qui fait référence à Family Dream. Alors pour moi, ça serait plutôt un plat qui se mange seul. Ou en Bah, regardant, en matant son voisin d'en face. Je dirais des sushis. Ça, j'allais dire exactement Ah, bah, les voilà. sushis. Même chose pour moi. Mm. Je pensais aux sushis qu'on va vite prendre à l'emporter. Mm. Et qu'on mange tranquillement avec des baguettes quand on y arrive. Alors notre spectacle, Brigade financière, est un huis clos qui a pour cadre une garde à vue, qui met en opposition une juge d'instruction à tendance gauchisante et un grand mania des affaires qui a ses entrées dans les plus hautes sphères du pouvoir politique. Et c'est cette confrontation qui fait tout l'objet de notre spectacle. En gros, c'est une belle opposition entre une personne, donc elle, cette juge d'instruction qui est quand même dans le sens du droit. En tout cas, elle a ces valeurs-là. Et puis, cet homme d'affaires qui lui, pour lui, ce qui est prédominant, c'est le pouvoir. Et tout ce que permet le pouvoir. Apparemment, il n'y a pas de limite. Ce qui nous intéresse dans cette thématique, c'est de savoir jusqu'où le pouvoir de l'argent, jusqu'où peut-il aller, ce qui est autorisé ou pas, en fonction du pouvoir que l'on a, pouvoir financier que l'on a. Et ça, à contrario de toute morale ou éthique. Et c'est cette opposition entre une vision du monde qui serait celle de la justice, de la morale, comme je l'ai dit, et celle d'une forme de cynisme débridé que l'argent autorise. Un temps déterminé. Le temps d'une garde à vue. Voilà. Et là, il y a aussi une tension qui se crée, et on sent au fur et à mesure de la pièce que cette tension devient de plus en plus forte. Voilà. Ça ouvre une seconde thématique qui est celle du sexisme. Là aussi, c'est non seulement cet homme a un pouvoir financier énorme, il n'est pas soumis à une hiérarchie, il a ses entrées directes, comme je l'ai dit, aux plus hautes sphères du pouvoir, et en plus, il a cette forme de machisme dont il abuse. Oui, dont il abuse, oui. Enfin, en tout cas, il en joue. Dont il en joue, c'est vrai. Évidemment, entre un homme et une femme, il y a aussi l'élément de la séduction. Comment lui, homme d'affaires, pouvoir, donc un champ assez illimité au niveau de la marge de manœuvre, peut-il exercer ce pouvoir sur cette femme par le biais d'une forme de séduction? C'est une histoire qui est les mélanges de genres et les conflits d'intérêts entre les différents pouvoirs financiers, judiciaires, politiques. Tout cet amalgame fait que oui, cette pièce est très très pertinente. Je tiens seulement à dire aussi, parce que là, peut-être l'impression que tout ça est bien sombre et bien grave, que ce qui m'a aussi beaucoup plu dans ce texte, et en ce sens-là, on sent que ça a été écrit par un acteur, pour les acteurs. Il y a une vivacité du dialogue qui est absolument incroyable, une pertinence de la saillie, de la pique, une grande finesse dans les dialogues et la répartie, un très beau rythme et beaucoup d'humour, malgré tout.
Alors, oui, en ce qui concerne les recettes, je vais laisser parler Maria. La recette préférée. Toujours en lien avec la pièce, évidemment. Mhm. Eh bien, je dirais une belle caponata. Un mélange d'ingrédients. Après, on ne sait pas quel est l'ingrédient qui va dominer par rapport à l'autre. On espère qu'il y ait une belle harmonie entre tous ces ingrédients. Habituellement, les contes commencent par Il était une fois, mais au Crève-Cœur, cette année, il sera 5 fois. C'est 5 matinées de contes qu'on vous propose cette année. 5 occasions de pousser la porte du théâtre et de venir entre amis, entre voisins, entre copains, une fois de plus, pour découvrir le monde merveilleux des contes. Les conteurs viennent tous de Suisse romande. L'idée est de chercher dans notre vivier d'artistes romans toutes ces belles voix, toutes ces belles personnes qui cultivent l'art du conte. La programmation s'est augmentée cette année d'un conte, puisque cette année, pour chaque spectacle, il y aura un dimanche de conte. Puisque l'idée est de se glisser dans le décor du spectacle à l'affiche et de proposer une matinée un peu différente, avec un décor dans lequel les conteurs et les conteuses doivent s'adapter et emmener d'autres spectateurs dans d'autres histoires. Les premiers contes, ce sera du rififi dans la forêt. Alors dans une forêt, du rififi, c'est-à-dire des histoires entre des animaux, des fées, des sorcières, des animaux réels ou fantastiques qui feront un peu de rififi, mais heureusement dans les contes, tout se termine bien. Notre deuxième rendez-vous sera les 4 contes du monde. Nous voyagerons du nord au sud, à l'est, à l'ouest, à travers plein de contrées pour rencontrer les différentes histoires. Et cette fois, nous aurons besoin du public, puisque les univers sonores seront créés par le public, et même, je crois, la fin des histoires. Le prochain conte, à l'abordage, des histoires de pirates, des histoires de sirènes, même des histoires de baignoires. Nous ferons prendre l'eau dans le Crève-Cœur. Le prochain, un classique de la littérature des contes, Les musiciens de Brême, revisité un peu et surtout mis en musique par un violoncelle. Donc ça sera l'occasion de se laisser porter par un univers sonore et la voix de la conteuse à travers ce conte classique que je vous invite à redécouvrir. Et pour clore notre saison, les contes et chansons d'outre-mer. Partons à Cuba, aux Caraïbes. Laissons-nous envoûter par les rythmes lancinants, par les histoires de l'autre bout du monde, par la musique et par une guitare. Ces contes s'adressent aux enfants dès 4 ans, mais aussi à tout le public, aux parents, aux grands-parents, à tous ceux qui ont gardé leur âme d'enfant, à tous ceux qui ont envie de croire aux géants, qui ont envie de croire aux potions magiques, qui ont envie de voyager dans un univers imaginaire, qui ont envie de quitter ces réseaux sociaux, qui ont envie de s'évader le temps d'une matinée au Théâtre du Crève-Cœur.